regardez, elle est où? Hop, cette charte-là. Et cette charte-là. L'IA et tout ce qui va être d'épines reliées à l'IA sont de loin les narratifs qui ont reçu le plus d'attention l'année dernière et qui ont donné les meilleures opportunités de rendement. Je dis bien opportunités de rendement parce que c'est toujours pareil, il y a rendement que s'il y a des profits, d'accord? Mais c'est en tout cas ce qui ont fait les meilleures performances et aussi des énormes redescentes. Et regardez, j'ai une petite charte à vous montrer, hop, en mars 2024. Les IA et agents IA, les tokens, ont fait 1400%. Tout ce qui va être d'épines, IA et compute ont fait 750%. Et pareil, sur la montée de novembre-décembre 2024, les agents IA et les IA ont fait 890%, les d'épines ont fait 625%. Donc en fait, c'est des projets sur lesquels il y a énormément d'attentes. Donc dans ces zones-là, il y a beaucoup de déceptions. Mais par contre, quand il y a une traction sur les altcoins, c'est les tokens qui performent le plus. Ou en tout cas, c'est dans les plus grosses catégories. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer de se positionner dans ces niveaux-là, les niveaux où on est quand même assez bas, quand le narratif est sous-évalué, pour profiter de la hausse. Et on va voir que oui, en ce moment, il y a très peu d'intérêt sur les tokens IA et agents IA, mais je pense qu'on est dans l'une des meilleures périodes justement pour se positionner, et on est dans ces périodes de désintérêt avant la grosse tempête. Je vous ai dit que pour aller chercher des bons rendements, il faut prendre des profits, ok, mais il faut surtout investir quand un narratif est bas. Quand est-ce qu'un narratif est bas? Un narratif est bas quand le taux de variation annuel, d'accord, le taux de variation annuel de ce narratif est dans les choux, c'est-à-dire extrêmement bas, mais que la mindshare, l'attention et les fondamentaux ne font que de se renforcer sur la même période. Je vous prends un exemple, c'est les real world assets. Regardez bien. Regardez les real world assets dans cette zone-là, où les taux de variation étaient extrêmement faibles, ils étaient en dessous de 0, on était à 10-15%. Si on regarde les real world assets ici, c'était la période novembre 2024, on était extrêmement bas, juste dans cette même période-là, et regardez ce qui s'est passé après sur la performance des real world assets. On a eu une explosion. Pourquoi? Parce qu'on était dans une période où les real world assets étaient en train de se développer, il y avait de plus en plus de projets, législation, etc. Trump qui arrivait, qui était très pro real world assets. Donc les fondamentaux se renforçaient, mais le narratif était encore extrêmement bas. Bah, c'est ce qu'on a actuellement avec les IA et agents IA, et ce que j'ai appelé les dépines IA, donc ça va être tout ce qui est render et compagnie, d'accord, qui utilisent l'IA dans la puissance de calcul et compagnie. Les variations annuelles de ces deux indices sont extrêmement bas. On n'a jamais été aussi bas, à part dans des niveaux de bear market. Surtout que pour le cas de l'IA, les taux de variation ont bien plongé en début d'année, c'est normal, vu qu'il y a eu énormément de FOMO, trop de FOMO en 2024. Donc là, forcément beaucoup de désillusions, les gens sont un peu plus frileux. Sauf que, regardez un peu si on zoome, les taux annuels. Oui, on est en négatif, mais on est en train de remonter. Au mois d'avril, on était dans des moins 85%, moins 60%. Et plus on avance, plus on commence à remonter. Ça veut dire quoi? Quand la courbe d'un taux de variation est dans le négatif, mais qu'elle remonte, d'accord? Donc là, regardez, on est en dessous de 0, mais on remonte, on se rapproche de 0. Ça veut dire que, oui, le marché continue de baisser, donc de vendre plus qu'il achète sur cette période, mais il baisse de moins en moins vite. C'est ce qu'on pourrait appeler un ralentissement du désintérêt. Traduction, on se rapproche du moment, comme on l'a eu à ce moment-là, par exemple, où on va passer au-dessus de 0, vous la voyez, la petite barre en pointillé, là, 0. Et quand on repassera au-dessus de 0, là, on va avoir une rétraction comme on l'a eu exactement là. On pourrait, dans un moment similaire à celui-là, regardez juste, je vous montre avec le doigt, mais ça marche pas, mais juste là, on commence à repasser au-dessus de 0 avant d'avoir l'énorme traction qu'on a eu par exemple en 2023 et en 2024. Et donc, ces périodes-là, c'est des périodes qui sont extrêmement bonnes parce que ça nous donne l'information qu'on va avoir de l'intérêt, mais qu'on est encore dans des zones d'accumulation qui sont bonnes. L'intérêt va progressivement revenir, et surtout, parce que le marché de l'IA est en train de recevoir une bonne grosse dose de stéroïdes. Trump a fait son premier discours au sommet de l'IA et il a signé 3 décrets principaux le 23 juillet dernier avec un plan d'action complet. Le premier, c'est ordonner aux agences fédérales américaines de n'utiliser que des modèles d'IA qui vont privilégier la vérité et la neutralité idéologique, d'accord? Pas d'IA woke, pas d'IA qui est orientée d'un point de vue idéologique, l'IA qui dit de la pure vérité. Le deuxième décret, c'est promouvoir l'exportation des tech IA américaines à l'échelle mondiale. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans le sens où il y a une guerre à l'IA qui est en train de se créer, donc il va falloir surveiller éventuellement le narratif des tokens IA américains. Et le troisième, c'est pour accélérer la construction de data centers IA et le développement des infrastructures. Au total, regardez ça, c'est plus de 92 milliards de dollars d'investissement qui sont déployés dans des infrastructures d'IA, 36 milliards pour des data centers et 56 milliards pour des infrastructures énergétiques. Les choses continuent d'avancer de manière extrêmement massive. Trump avait annoncé au mois de janvier le projet Stargate, je sais pas si ça vous parle. En gros, c'était un projet en partenariat avec tous les
géants, les OpenAI, Oracle, Microsoft, Nvidia et compagnie, où on voulait investir plus de 500 milliards de dollars sur 4 ans dans tout ce qui était infrastructure, donc des usines de puces, des data centers, des centrales électriques, etc. Il avait déjà prévu la construction de 20 data centers, et regardez, on a la carte de tous les data centers américains, il y en a plus de 2750, il y en a aussi au Mexique. Les choses sont en train d'avancer de manière colossal. En 2024, ils ont investi 31 milliards de dollars dans la construction pour répondre à la demande. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cabinet McKinsey a fait une estimation qui est très intéressante, c'est que là on est en 2025, et ils se sont dit, ok, si on veut répondre à la demande, il faut qu'on construise, à partir de maintenant, au moins 2 fois la capacité de tout ce qu'on a construit en termes de centres de données depuis 2000, d'ici 2030. En gros, on veut construire 2 fois plus en moins d'un quart de temps. C'est un marché en hyper croissance, on le sait, c'est pareil en Chine, il y a plus de 500 data centers qui sont construits en Chine. On a des chercheurs chinois qui ont aussi mis toutes les données de recherche sur l'IA qu'elles avaient à un modèle d'IA, et le modèle d'IA a lui-même créé et découvert 106 nouvelles architectures d'IA. C'est des IA qui créent des IA plus compétentes. Et en fait, à terme, l'IA, elle va s'entraîner, elle va se développer elle-même, elle va modifier elle-même son code dans le futur, et ça, on commence à l'observer. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de suivre ce qui se passe sur l'IA de manière générale. Parce que l'IA, c'est pas que les tokens IA, c'est l'IA de manière globale, et elle se développe massivement. Si elle se développe massivement, est-ce que ça va avoir un impact sur les tokens IA? Bien sûr que oui. Donc si on regarde un peu qui sont les vrais leaders, c'est un peu difficile de comparer les métriques d'adoption du secteur parce que Tao est plus orienté, par exemple, IA décentralisée, on a Fetch qui est plus dans les agents IA, donc c'est difficile de les comparer. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'adoption de ces projets. Si on regarde Tao, peu importe ce que fait le prix Tao, d'accord, le marché continue d'en stacker toujours plus. On a même eu une très belle accélération au mois de juillet des tokens qui ont été stakés. Les gens stake leur Tao et c'est une excellente nouvelle. Regardez ici, le taux de variation mensuelle des Tao a explosé à des niveaux historiques au mois de juillet. La seule fois où c'est arrivé, c'était ici, après que le prix commence à faire une grosse phase haussière en octobre 2023. Là, le prix a pas spécialement bougé et pourtant on a la même chose. Ça veut dire qu'on a de l'intérêt. L'intérêt se manifestera sur le prix. C'est toujours pareil. On a de l'intérêt, ça arrive sur le prix. Donc il faut capter l'intérêt pour être positionné au bon moment. Le prix commence vraiment à trouver son marché. On a un effet de réseau qui est clairement en train de prendre sur Tao. Et si on regarde pour les subnets, même si les tokens de subnets sont pas à des niveaux très hauts, on a vu une grosse sous-performance des subnets dernièrement. Le prix s'est effondré depuis avril. Je vous ai jamais parlé des subnets parce que pour l'instant, je pense qu'il faut être expert pour voir de grosses opportunités et c'est pas spécialement mon cas. Mais pourtant, on dirait que ça affole pas tant que ça le marché. Regardez ici, dans le lot de ces subnets, il y en a certains qui sont vraiment très intéressants. Et malgré la sous-performance, la quantité de Tao stakés sur les subnets a bien évolué. Elle stagne un peu depuis le mois de juillet, ici, mais en gros, la tendance moyenne, elle est claire. Par exemple, depuis février, le pourcentage de tokens stakés sur le root, donc le réseau principal, est passé de 72 à 60%. Donc après avoir délivré sur leurs produits, le marché continue d'être intrigué et d'observer ce qui se passe en fait sur les subnets. On peut aussi parler de Fetch ou de ASI. L'Alliance ASI, ils ont lancé une grosse nouvelle le 29 juillet, ils veulent lancer leur propre réseau, la ASI Chain. Les motivations de base, c'est toujours un petit peu les mêmes. On veut avoir notre propre réseau pour faciliter la collaboration entre nos projets internes, les océans, FET et compagnie. On veut des composants spécifiques pour que les agents IA communiquent entre eux et collaborent. On crée un modèle incitatif pour convertir le volume d'utilisation, la création de valeur vers le token ASI. Sauf que là, je trouve qu'ils sont un peu en retard. Si tu veux créer de la valeur et un modèle de compétition qui est collaboratif, il y a Tao et il y a Subnet. Et donc en fait, je suis un peu mitigé avec l'idée d'avoir encore un nouveau réseau pour qu'on ait 4 projets avec pas beaucoup d'adoption qui se perdent dessus. Faut créer des bridges, c'est compliqué, faut attirer des gros compétiteurs. Même si en interne ils s'en foutent peut-être, le marché lui il s'en fout pas et ça peut créer un motif de risque en plus. On verra ce que ça apporte. Et c'est un truc que je vais suivre de près, c'est pas un red flag du tout, d'accord, les choses avancent bien, mais à voir si le marché a envie d'une énième blockchain. En fait, Fetch, pour être honnête avec vous, c'est pas un projet sur lequel j'ai une très grosse exposition. Et sur le narratif IA, je préfère m'exposer à Tao plutôt qu'à FET. Depuis longtemps, même si je suis pas du tout anti-FET, Tao pour moi montre beaucoup plus de solidité sur ce cycle-là et même sur du long terme et même dans son développement que FET. Ça veut pas dire que FET est un mauvais cheval de course, c'est un cheval qui va vite, mais c'est pas un cheval aussi explosif que Tao pourrait l'être. Et perso, et c'est vraiment perso, je préfère m'exposer sur Tao que sur Fetch. Surtout que ce qui me conforte dans cette idée-là, c'est que regardez, là vous avez les performances de Tao, là vous avez les performances de Fetch. Sur à peu près toutes les timeframes depuis 2024, Tao a surperformé Fetch. Donc dans à peu près tous les schémas de marché, Tao fait plus de gains et de performances que Fetch. Et je pense, et j'ai toujours cette thèse-là, que si dans un marché où il se passe pas grand-chose, Tao performe plus, dans un marché où il se passera plus de choses, Tao continuera de surperformer, même si je n'enterre pas Fetch, attention à ne pas mal interpréter. Vous commencez à les connaître, ces tableaux qui font un peu mal à la tête, mais qui sont
vraiment important pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Ici, vous avez un tableau comparatif de l'évolution des parts de marché sur les métriques de liquidité et l'intérêt de marché pour les principaux concurrents du narratif. Tant que la ASI Chain n'est pas créée, bah forcément, j'ai pas de moyen de comparer leur adoption pour l'instant, mais surtout regardez indépendamment. Depuis un an, Tao, que vous voyez ici, montre une bien meilleure croissance que les autres en matière de dominance, donc de part de marché sur toutes les métriques, sachant qu'ils étaient déjà leaders il y a un an. C'est trop bien. Tao, il se passe un truc, Tao, il y a de la croissance. Tao, c'est vraiment le même cheval qui court à une vitesse de malade. C'est... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme comparaison? C'est Léon Marchand. Vous avez vu Léon Marchand qui a gagné hier. Il a gagné il y a 2 ans. Le mec est toujours aussi fort. Il est même plus fort qu'avant. Il s'est entraîné. Ça s'améliore bien. Les choses se passent bien. Fed, c'est un peu plus compliqué en termes d'évolution. Ils ont fait beaucoup de changements, changements de direction, etc. Donc, à voir comment la ASI Chain évolue. Petit point sur Cubic, d'ailleurs, qui est très surprenant. Cubic a de très bons résultats. Par contre, évidemment, les calculs se font sur des montants beaucoup plus faibles. Donc attention à ne pas prendre les 300% d'une autre côté. Et PAL qui a beaucoup plus de difficultés dans son évolution sur un an. Ici, sur mon indice de dominance de la liquidité, Tao reste le projet avec la meilleure liquidité du narratif, mais Fed garde quand même, on le voit ici, la plus grande profondeur de marché. Il ne faut pas oublier que le produit se développe, des entreprises sont en train de le mettre en trésorerie, donc quand la hype va revenir, il en profitera aussi, il se trouvera facilement sur CoinGecko, donc ceux qui veulent pas réfléchir iront naturellement dessus. Chose aussi très intéressante à surveiller, regardez cet indicateur que j'ai créé, le marché des altcoins, la charte verte, est en train de faire un nouveau sommet en termes de capitalisation, mais on est largement en dessous sur la charte violette. L'indice violet, c'est une sorte d'altcoin season index boosté aux stéroïdes, et la raison pour laquelle la capitalisation est très haute, mais la charte violette est plus basse, contrairement par exemple à ici, c'est que c'est majoritairement porté par l'Ether, et c'est pour ça. Mais on est loin d'avoir une nouvelle ligne rouge. On peut commencer, je pense, à réenvisager un peu le même fonctionnement du dernier cycle pour les grosses cryptos. Bitcoin, puis Ether, puis Solana et les grosses capitalisations. Cet indicateur de saisonnalité, je vais vraiment continuer à le suivre parce que, en gros, c'est moi qui l'ai développé et les premières zones rouges qui correspondent à des zones de surchauffe se sont allumées exactement aux 2 derniers tops des altcoins. L'objectif, c'est de suivre les zones de surchauffe du marché des altcoins, les tops locaux, et de créer des zones rouges qui sont des zones sur lesquelles on est en surchauffe. Et exactement sur la période, le 22 juillet 2025 et le 27 juillet 2025, on était sur les 2 grosses zones de surchauffe qui se sont les 2 allumées. Donc c'est vraiment ce que je vais suivre pour la suite, pour voir à peu près où est-ce qu'on en est, mais pour l'instant, aucun signal de surchauffe sur le marché des alts. Ethereum continue tranquillement son ascension et on n'a pas forcément trop d'euphorie pour l'instant, ce qui est une bonne nouvelle. Sur l'ensemble du marché crypto, mes thèses sur la fin d'année restent globalement les mêmes. Je dis depuis début 2025 que je vois bien un top de marché en fin d'année, voire début 2026. Les tarifs ont fait perdre énormément de temps à la Fed, mais elle finira par baisser les taux en fin d'année. Il y a des gens qui commencent déjà à dire que la baisse des taux est pricey, etc. Pour moi, c'est juste du bruit. Déjà, il y a une vraie réalité de création monétaire avec la baisse des taux qui ne peut pas être pricée, et en plus, les gens regardent que ça. Donc, il y a toujours des conséquences, même si à court terme, donc le jour ou la semaine de la baisse, les marchés sont souvent rouges. Pour moi, le top de la liquidité devrait arriver plutôt en fin d'année, voire quelques temps après. Donc, je ne crois pas du tout à la thèse qu'on soit dans une période d'ATH, et ma thèse sur la fin 2025, début 2026 continue. Par contre, attention à ne pas tomber dans l'éternel piège, surtout que là, avec les institutions, les ETF, etc., ça va être encore plus accentué. Il y aura un bear market violent, d'accord ? Et ça va devenir le nouveau narratif. Est-ce qu'il y aura vraiment un nouveau bear market ? Est-ce que le marché n'a pas changé ? Je vous le dis, il y aura un bear market très très violent. Si on regarde les oscillations, le top de la liquidité est arrivé en septembre, je pense que ça va être un petit peu décalé en fin d'année, donc la liquidité met à peu près 2-3 mois à se déverser, c'est pour ça que j'ai cette thèse qui continue sur fin d'année 2025, début 2026. C'est une thèse dont je parle depuis le tout début d'année, même la fin de l'année dernière, je me suis même bien fait défoncer quand il y a eu la grosse baisse, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Mais pour l'instant, tout est globalement en train de se passer comme prévu, on va évidemment réajuster et voir comment les choses évoluent. Je vois souvent des commentaires dans les vidéos de gens un petit peu sûrement frustrés qui regardent les vidéos mais qui commentent quand même le fait qu'il faut faire l'inverse de ce que disent les créateurs, les influenceurs, les gens qui font des vidéos. Donc si jamais vous voulez faire l'inverse de ce que je dis, c'est maintenant le moment de vendre tous vos altcoins. Voilà, si jamais vous voulez mettre vos plans en exécution, allez-y. Petit point sur mes altcoins phares. Je commence par Solana et les tokens de Solana, donc les Raydium, Jupiter, Drift et compagnie. En vrai, j'ai absolument aucune inquiétude sur les tokens Solana. Pour l'instant, la lumière est sur Ethereum. Mais on va faire la rotation vers Solana sans aucun problème. Ethereum et Solana ne sont pas en concurrence. Quand c'était la saison de Solana, Ethereum sous-performait. Maintenant,
c'est l'inverse. Solana est dans un range. La réalité, c'est que les deux montreront aucun intérêt de les mettre en compétition. Par contre, comme ça a créé de la peur sur Ethereum à l'époque, là, ça va créer de la peur sur Solana et c'est une bonne chose. Solana reste la blockchain avec le plus de revenus sur ses applications. La charte est belle et la liquidité d'Ethereum va se déverser en premier sur Solana. Pareil pour les altcoins sur Solana, les Raydium, Jupiter, ils se comportent vraiment bien, mais ça reste évidemment du Solana à levier. Donc tant que le sol repassera pas au minimum au-dessus des 200$, on n'aura pas grand-chose à faire. Petit point aussi sur Sui, qui est l'une de mes plus grosses positions. Je suis rentré à peu près vers les 70 centimes. Je vous ai fait une vidéo dessus. On est toujours en train de se battre avec cette zone des 4$. C'est la blockchain de Layer 1 qui a le mieux performé depuis 2 ans. Donc, pareil, rien n'a changé, toujours autant de force. En fin d'année, j'ai fait une vidéo où je parlais du fait que les tokens qui surperforment quand il se passe rien continueront de surperformer quand il y aura de l'afflux. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais sorti ma vidéo exactement à cette zone là. Vous vous souvenez, une semaine après, on a eu le pump complètement random des DinoCoin, des anciennes crypto, des Polkadot et compagnie. Donc forcément, ça avait posé des questions. Mais regardez, là, vous avez la charte Sui par rapport à Polkadot. On avait eu ce fameux pump là de Polkadot, mais la tendance globale est affolante. La réalité est que les projets qui ont surperformé continuent de surperformer. Et si on regarde, ça se matérialise aussi avec les Atom et compagnie, même Cardano. Les seules exceptions, c'est les Layer 1 corpo comme XRP et HBAR qui font des très bonnes performances. Mais Sui reste très solide et je vous tiendrai au courant quand je prendrai des profits. Petit point aussi sur les tokens IA. Regardez la performance de l'indice qui représente tous les tokens IA et agents IA. On est actuellement dans une zone de bottom. On est dans une zone de bottom, mais si on regarde, la profondeur de marché augmente. Et je pense qu'on est dans les bonnes zones d'accumulation. C'est exactement quand il se passe rien qu'on peut se positionner. Après, je suis un peu sceptique sur ce narratif. Je suis excité que par Tao, en vrai, parce qu'on a vu le flop spectaculaire des agents IA. Je reste que sur Tao, le projet le plus solide, mais je pense qu'on est dans une zone intéressante de bottom et le capital que j'avais à disposition, je l'ai alloué sur ces projets-là parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut accumuler le plus et pas quand ça a explosé comme c'est le cas d'Ether. C'est intéressant de regarder sur les 3 derniers mois les performances des meilleurs narratifs pour savoir qui ont le plus le vent dans le dos dans cette période de marché. Les tokens qui ont le plus perf, c'est les Layer 1, les Real World Assets et les DEX et les oracles. Si je devais me positionner sur les alts maintenant, je rentre pas du tout sur Ethereum actuellement et j'accumule les projets qui ont montré de la solidité. On n'est plus dans une période où on peut faire des paris un peu random et espérer un retour des enfers d'un token qui a rien fait les 2 dernières années. Plus on avance dans le cycle, moins il y a d'opportunités et pour moi, elles sont sur l'IA, les Real World Assets et les tokens Solana. Et regardez la performance des tokens Real World Assets qui est là, la charte orange, qui a très bien performé, donc tout ce qui va être Ondo, SireUp, les leaders de narratif. Pour ceux qui se demandent un peu si c'est le bon moment pour rentrer sur Ether, rentrer sur d'autres altcoins, rappelez-vous qu'un investissement est de qualité s'il est inconfortable. Est-ce qu'actuellement c'est inconfortable de rentrer sur Ether? Non. C'est hyper agréable, tu te dis, ouais, ça monte, on est bientôt à la TH, je prends du plaisir à rentrer. Est-ce qu'actuellement c'est confortable de rentrer sur Solana? Bah, un peu moins. Même si là il vient de passer les 200$, un petit peu moins. Est-ce que c'est confortable de rentrer sur des tokens IA? Non. Sur les tokens Real World Assets? Non. Parce que il n'y a pas d'engouement, les actions de prix sont assez intéressantes.